soirée va se dérouler en français, ce que nous faisons rarement, mais en même temps, c'est le deuxième événement de suivi en français parce qu'il y a 5 jours, nous avons eu un excellent concert qui s'appelait une mosaïque d'automne. Et c'était un concert, un mélange de musique de piano, de chant et de textes en français, interprété par nos amis belges. Et c'était merveilleux. J'espère que ceux qui ont assisté à ce concert partagent mon opinion. C'était vraiment très très bien. Et je suis très contente que le deuxième élément en français que nous présentons aujourd'hui va se dérouler avec la conférence de Vladimir Karlovitch-Voronin, le professeur Tonin, que beaucoup parmi vous connaissent, qui nous fait l'honneur d'intervenir de temps en temps avec des conférences à notre maison russe. Et je vous en remercie, Vladimir Karlovitch, vraiment pour votre amitié au Centre culturel russe. Cette conférence fait partie, inaugure, débute la... Je parle au micro, ça va mieux? D'accord. Cette conférence, c'est la première conférence d'un cycle que nous avons préparé avec Vladimir Karlovitch de 3 événements. Donc, je vous invite aux 3, bien évidemment. Et ce cycle va être consacré à une des périodes les plus intéressantes de notre histoire russe et celle belge, bien évidemment, le créneau du 19e et du 20e siècle, où les relations et l'interaction de notre pays, de notre peuple, étaient très, très intenses. C'est à cause de vos téléphones portables. Non, c'est vrai. C'est vrai parce qu'il y a une interférence. Donc, tantôt ça fonctionne, tantôt ça fonctionne. Voilà. Donc, vraiment, nous avons eu, nos pays, nos peuples, ils ont eu plusieurs pages d'histoire très communes, je dirais. C'est-à-dire où nos pays avaient beaucoup des relations bien intenses. Et peut-être cette période dont nous allons parler pendant ces 3 conférences, c'est la plus intense des périodes de coopération et qui a eu ses moments prospères et a eu ses moments tragiques, comme par exemple la page de la Première Guerre mondiale, dont nous allons parler au mois de novembre. Et je vous invite déjà le 15 novembre prochain pour la deuxième conférence du cycle qui sera consacrée au front de l'Est. Le front de l'Ouest, vous le connaissez bien évidemment parce que les Belges le connaissent peut-être mieux que d'autres pays, d'autres peuples de l'Europe. Mais le front de l'Est, la participation de la Russie, de l'Empire russe à la Première Guerre mondiale, est mal connu, non uniquement ici en Belgique, mais par nous, les Russes, elle est méconnue parce que les particularités de notre histoire, malheureusement, disons, n'étaient pas très favorables à l'étude de la Première Guerre mondiale dans notre histoire. Voilà, et donc pour un peu corriger cette situation, nous avons demandé à Vladimir Karlovitch de faire une présentation de la partie orientale de la Première Guerre mondiale, orientale dans le sens de la Russie, à l'est de l'Europe. Donc, je rappelle que ce sera le 15 novembre. Attention, ça sera en russe. Donc, 3 conférences, dont 2 vont se dérouler en français, la première et la troisième, mais la deuxième, ça sera en russe, justement pour expliquer à nos compatriotes, aux russophones, cette partie de l'histoire que nous ignorons en grande partie. Voilà. Et donc, la troisième conférence à laquelle je vous invite également, en français, ça sera le 10 décembre, et ça sera consacré à un sujet qui m'est cher,
particulièrement, comme moi je suis une personne de lettres, ça sera consacré à la culture, à la littérature, aux relations culturelles entre nos deux pays dans ce créneau du 19e, 20e siècle, du début du 20e siècle plutôt. Voilà, donc une vie commune, une culture commune, une interaction commune qui était vraiment très très riche à cette époque-là. Voilà, donc 3 conférences consacrées aux histoires, aux pages communes de l'histoire entre la Russie et la Belgique, et présentées par le professeur Vladimir Janin, à qui je passe la parole maintenant. Merci, un vous remercie. Bonjour, bonsoir. Comme a dit Churchill quand il a pris la parole en 1946 à Bruxelles, du balcon du Palais Royal, il a dit « Prenez garde, je vais parler français ». Donc, voilà. Dans les années 50-60 du 19e siècle, donc à l'époque où la Russie s'occupait de l'abolition du servage, les médias russes avaient un gourou, un chouchou, une autorité qu'on citait sans cesse. Ça n'a pas duré longtemps, mais il s'agit de quelques années. Et c'était un Belge. Qui était le Belge préféré des Russes à cette époque-là, et le plus connu, le plus vénéré même? Ce n'était pas ni le roi Léopold Ier, ni Henri Conscience, même si tous ces romans et nouvelles, on les traduisait immédiatement en russe, au fur et à mesure. C'était un économiste libéral, Gustave de Molinari, dont le nom ne dit pas grand-chose au public actuel. On a l'impression que c'était un auteur russe au niveau de Tourgueniev ou de Tolstoï, puisqu'on le citait sans cesse partout, on en parlait tout le temps, puisque cet économiste libéral belge, professeur Gustave de Molinari, a choisi la Russie, pas comme Depardieu a choisi la Russie, mais spirituellement, je dirais, il croyait en Russie, il croyait que c'est en Russie que son idéal de libre-échange, de la liberté sans frontières, de toutes les transactions économiques et tout ça, allait jamais se réaliser. Donc il faisait continuellement des compliments pour la Russie comme elle était, encore plus de ce qu'elle allait devenir. Donc en 1861, à l'occasion de l'abolition du servage, il a écrit, à propos, à l'époque, on pourra concentrer une petite soirée à cette figure, puisque c'était un boom de ce nom, de ce Gustave de Molinari, incroyable. Je peux en raconter quelque chose. Donc il a écrit dans une revue moscovite, le Messager russe, modérément libéral, je cite, « Le surplus de nos capitaux et de notre travail pourrait être mis à profit chez vous de façon utile et avantageuse. » À cette époque-là, c'était encore assez osé de prévoir des investissements belges massifs en Russie qui n'avaient pas encore beaucoup à proposer. Ce n'était pas une prophétie, c'était un vœu mesuré d'un économiste libéral. 4 ans après, à Saint-Pétersbourg, lors d'une conférence, il a
il voulait convaincre son audience de la nécessité de faire circuler librement la main-d'œuvre, non seulement les capitaux, mais aussi la main-d'œuvre par-dessus les frontières, et d'unir dans une entreprise, je cite, des ouvriers de différentes nationalités. Donc c'est logique qu'on commence cette histoire de l'expansion belge et surtout de la main-d'œuvre belge en Russie, parce que c'est cela mon sujet d'aujourd'hui, qu'on commence par ces idées de l'économiste belge. Mais là encore, il s'agissait d'un principe théorique. Personne ne peut présager que 30 ans après, des milliers et des milliers d'ouvriers, d'ingénieurs et de cadres belges partiront pour le pays des tsars. Nous nous concentrerons sur l'année 1900. À cette époque-là, les ouvriers n'ont pas l'habitude d'écrire leur mémoire. Donc, que sait-on de leur exode vers la Russie il y a plus de 120 ans, vers les usines et les mines situées entre la mer Noire et la mer Baltique? Quelles sont leurs conditions de vie et comment ils découvrent un monde si exotique pour eux? À côté des sources belges, il y en a. Par exemple, les mémoires des personnes qui sont allées en Russie pour y travailler. À côté des sources belges, parfois trop généralisantes ou concentrées sur les expériences personnelles des ingénieurs ou des cadres, d'un autre employé. Je propose aujourd'hui un témoignage russe, que je vais traduire pour vous, de 1900, sur un groupe d'ouvriers belges expatriés. Quand est-ce que les industriels belges commencent à s'intéresser à la Russie? Et quand je dis la Russie, je parle de l'Empire russe, donc je ne parle pas que de la Fédération de Russie, non, c'est tout l'Empire, la partie russe de la Pologne incluse. Cet intérêt se manifeste depuis le tout début de la Belgique indépendante. Déjà dans les années 60 du 19e siècle, il y a déjà quelques petites fabriques belges à Saint-Pétersbourg et dans d'autres villes. Dans la plupart des cas, pour le travail des métaux. Par exemple, quand en 1862, on construit le chemin de fer Moscou-Nijni Novgorod, très important, un des fournisseurs les plus importants, ce sont deux firmes belges, deux entreprises belges, Koning et Van der Elst de Bruxelles, situées à Moscou. Donc, non seulement ils vendent quelque chose aux Russes, mais ils produisent déjà des petits ateliers, par exemple les matériaux métalliques, qu'ils fournissent à l'État russe ou aux entrepreneurs russes. À encore plus grande échelle, c'est la société John Cockerill, tout le monde la connaît, qui était déjà un des plus grands fournisseurs de matériaux métalliques pour les transports en Europe, ouvre à Saint-Pétersbourg un atelier de montage pour les bateaux à vapeur. C'était aussi une des primeurs, c'était le tout début des bateaux à vapeur en Russie, avec du personnel belge. Donc si on me demande quand est-ce que la main-d'œuvre belge est apparue en Russie, alors je dirais dans les années 1960. Mais
ces premières entreprises belges avec du personnel belge en Russie, ils n'ont pas duré longtemps, puisque 5 ans après, John Cockerill, sa société, a vendu ce petit atelier à Saint-Pétersbourg à l'industriel russe, le prince Vyacheslav Tienichev, la figure très intéressante, le prince industriel. C'est peut-être bien normal en Europe occidentale, mais en Russie, cette combinaison d'aristocrates et d'industriels était plutôt une exception. Ce n'est que dans les années 1880, que les investissements belges prennent leur envol en Russie. La Russie libérée du servage s'engage résolument sur la voie de l'industrialisation. On voit les capitaux étrangers toujours davantage dans les domaines des chemins de fer et des premières lignes de tram. Pour ce qui concerne les trams, c'est une histoire très connue, je dirais même trop connue, puisqu'il faut dire immédiatement, ce n'est pas vrai que tous les premiers trams russes partout étaient de production belge ou résultat d'investissement belge, entre autres. Mais de toute façon, entre 1883 et 1894, le nombre de sociétés belges en Russie passe, on est encore très modeste, de 5 à 12. Et c'est à cette époque-là, les années 80, c'est aux Belges que doivent le réseau de trams hippomobiles, pas de trams électriques, les habitants de quelques grandes villes de l'Empire, Odessa, Varsovie, Kharkov. C'est là qu'il faut qu'on voit bien le rôle décisif des entrepreneurs belges. De fournisseur, on devient vite un producteur sur place. La même société anonyme John Cockerill contribue en 86-87, toujours au XIXe siècle, à la fondation de la première grande entreprise belge en Russie et de succès, la société métallurgique. Oui, j'ai oublié de. Tac. 3. Ah, donc, pour ce qui est des trams, c'est pas facile de trouver une photo qui est encore bien visible de vrais trams de l'époque où les Belges ont contribué. Voilà, ça c'est une obligation de la société dniéprovienne du midi de la Russie. Elle opère dans les provinces d'Ekaterinoslav. La province d'Ekaterinoslav, c'est une vaste région au centre de, je ne sais pas comment dire, du côté de l'actuel Donetsk et de Kherson. Le succès de la dniéprovienne était éclatant, connu dans toute l'Europe, et c'est ce succès qui a motivé énormément d'autres entreprises sidérurgiques et de charbonnières belges pour se lancer elles aussi dans l'aventure russe. Du côté russe, ce qui a fait beaucoup d'impression, c'était la construction du transsibérien. Non, les Belges n'ont pas contribué à la construction de cette ligne de chemin de fer, aussi parce que c'était inaccessible pour les étrangers. C'était une décision prise d'avance, convenue entre le tsar Alexandre III et le ministre du Transport et après le ministre des Finances Witte,
le vrai auteur du transsibérien, qu'aucun capital étranger ne sera pas admis à la construction du chemin de fer même. Après, pour la construction des ponts, pour l'exploitation du chemin de fer, alors là, les étrangers peuvent se manifester. Mais le transsibérien, qui a été construit assez vite, de façon très spectaculaire, si vous regardez la carte, ça a fait beaucoup d'impression sur les Belges. On parlait dans les médias belges alors du dynamisme américain des Russes. Puisqu'après la Transcontinental, c'était la plus grande entreprise du 19e siècle. C'est incroyable. Donc, si dans les années 80, début des années 90 du 19e siècle, le nombre des entreprises belges passe de 5 à 12, dans les années 90, en quelques ans, on passe de 12, moi-même je ne crois pas mes yeux, à 132. Ça, c'est une explosion. Ça, c'est une explosion. Il faut dire immédiatement que les entrepreneurs belges de l'époque n'étaient pas ceux d'il y a 5 ans après. On aimait le risque. On n'attendait pas des garanties d'État. On expérimentait. Nous avons vécu tous les réticences des entrepreneurs belges dans les années 90 du XXe siècle. À l'époque où les Hollandais étaient déjà en Sibérie, on se demandait encore, j'ai vécu cette époque en Belgique, si ça va réussir, si c'est profitable, si l'État veut garantir si ça ne marche pas bien. Vous voyez qu'on parle aujourd'hui, ce soir, d'une époque tout à fait différente. 132 entreprises belges dans l'Empire russe, sans compter celle de la partie russe de la Pologne. Comme ça, la Belgique, vers l'an 1900, occupe la première place parmi les investisseurs étrangers en Russie. Les secteurs les plus importants sont la métallurgie, les mines de charbon, suivis par les transports publics, mais aussi, et là on en parle beaucoup moins, dans les domaines des produits chimiques, du verre, et c'est du verre que je vous parlerai aujourd'hui, du pétrole, du ciment, du textile et du sucre. Est-ce que l'expansion belge à cette époque-là vers la Russie est typique, puisque la Russie n'était pas le seul domaine où on investissait à l'époque? Non, ce n'est pas le cas. En Russie, les Belges se comportaient différemment de leur façon typique de procéder en Afrique ou en Chine ou en Amérique centrale. Il y a, selon moi, 3 grandes différences, 3 grandes spécificités des investissements et de la production en Russie. Premièrement, c'est la grande diversité des activités. Je viens de donner une liste. Jamais les Belges n'embrassaient tant de secteurs en même temps. Donc, seulement dans la Russie tsariste, on était présent dans tant de domaines assez... qu'est-ce qu'il y a? Le sucre, le charbon. L'autre différence, la géographie des investissements.
juste parler entre nous de ce que c'était géographiquement. De la Golfe de Finlande, de Saint-Pétersbourg jusqu'au Caucase, de l'Oural jusqu'à Kiev. Partout, partout, on rencontrait des Belges. Donc, à cette échelle, avec cette géographie des investissements, la Russie faisait exception. Mais aussi la Haute-Volga, les environs de Saint-Pétersbourg, on en reparlera encore. Et puis une autre particularité russe pour les Belges, une migration considérable, bien que temporaire, des ouvriers, des contremaîtres et des cadres vers les usines nouvellement créées. Ni en Chine, ni au Panama, ni au Congo, ni autre part, ni en Turquie, on ne voyait pas cet exode de la main-d'œuvre. Ça veut dire qu'on avait confiance. On comprenait bien que ça peut marcher. Chez certains écrivains russes du début du XXe siècle, ou dans les mémoires de ceux qui vivent leur jeunesse avant la guerre de 1914, comme Boris Pasternak ou Konstantin Paustovski, on trouve très souvent un personnage belge. Comme les mémoires, mais aussi des romans, des nouvelles, il doit y avoir un personnage belge, même en marge, même épisodique, mais un Belge, un ouvrier, plus souvent un ingénieur, encore plus souvent un investisseur avec un petit ventre, typiquement bourgeois, belge et tout ça. C'est une constante. Si on vivait dans la ville minière de Yuzovka, actuellement Donetsk, ou à Taganrog, sur la mer d'Azov, ou à Moscou, c'est toujours un Belge au point dont on parle. Un sous-produit, pour ainsi dire, de cette expansion économique belge vers la Russie était le fait qu'on a commencé en Belgique à donner des cours du russe aux universités. Ce lien est direct et logique. Peut-être un jour, on va parler un peu plus davantage, plus en détail sur les débuts très intéressants, même amusants, de l'enseignement de russe en Belgique. Mais pour le moment, il ne s'agit que de l'introduction du russe dans l'enseignement supérieur. Alors, c'est une vague. Ça commence, assez logiquement, en janvier 1897, dans l'Institut supérieur de commerce de l'État à Anvers. Mais oui, la Russie occupait la 3e place dans la dynamique commerciale du plus grand port de Belgique. Alors, Anvers, c'est évident qu'on avait de l'intérêt, mais Anvers a été immédiatement suivi par Louvain. Cette université de Louvain, poussiéreux de la fin du XIXe siècle, était assez alerte pour introduire un tout petit cours de russe facultatif et tout ça déjà en 1897. L'année prochaine, l'année suivante, aux universités de Gand et de Liège, les universités d'État, qui sont en concurrence. Et pour finir, l'école supérieure commerciale et consulaire de Mons,
l'Institut commercial des industriels du Hainaut à Mons, et finalement, la toute dernière, l'Université libre de Bruxelles, ont suivi la même voie en 1899. Le résultat est qu'il y a 30 ans, à l'époque où j'ai commencé ma carrière disons, secondaire dans l'enseignement supérieur belge, il y avait 9 places en Belgique, où on pouvait, 9 universités où on pouvait étudier le russe comme un cours à part entière. Il n'en reste dans toute la Belgique que 2. Mais il y a 30 ans, il y en avait 9. C'est encore l'écho lointain de cette expansion économique de la fin du XIXe siècle où on a découvert la Russie. Donc pour persuader le gouvernement, parce que ce n'était pas l'initiative du gouvernement, c'était l'initiative des universités et des sponsors des universités, puisqu'on était commercialement intéressés. Donc c'était aux universités de persuader le gouvernement, surtout les universités de l'État, de financer ce nouveau programme. Et l'administrateur inspecteur de l'université de Gand écrit « Vous n'ignorez pas, monsieur le ministre, la position importante de l'industrie belge en Russie. Combien de salariés belges se font embaucher pour l'industrie dans l'Empire des Tsars vers le début du XXe siècle? Il n'y a pas de statistiques, mais voilà ce que je peux en dire. Il s'agit probablement d'une centaine d'ingénieurs et de quelques milliers d'ouvriers qualifiés pour le début. En 1900, 1901, 1902, c'est le maximum. Les sources belges inofficielles parlent de 20 000 Belges dans l'Empire tsariste. 20 000. Au Congo, à ce moment-là, il n'y avait que 100 000 et alors, et encore. 20 000. Ça n'a pas duré longtemps, il faut le dire, mais à ce moment-là, pour ce qui est des ouvriers, monteurs, fondeurs, souffleurs de verre, mineurs, dans cette suite. Souffleurs de verre. Une vraie armée d'ouvriers belges, surtout wallons, qui se sont retrouvés en Russie. Évidemment, c'est surtout dans la première étape, dans la première phase des activités industrielles en Russie qu'on avait besoin de la main-d'œuvre belge pour, évidemment, plus préparée et expérimentée. L'idée était assez simple, les Belges vont apprendre aux Russes de faire des choses difficiles, comme par exemple la verrerie. En 1896, pour ne rester qu'en Wallonie, pour ne pas rester qu'en Wallonie, les ateliers de la Delle de Louvain, de Leuven, s'engagent déjà dans la production du matériel de chemin de fer dans la ville de Tver, sur les rives de la Haute-Volga. C'est pas rien. 2 ans plus tard, déjà 2 ans plus tard, le journal socialiste flamand de Volkswill, le 18 mars 1899, regrette
le départ de ces ouvriers de Louvain, puisque si ça continue comme ça, il n'y aura plus d'ouvriers en Louvain. Je n'ai pas cru mes yeux quand je l'ai dit. Le journal veut avertir ces pauvres expatriés qu'en partageant leur savoir-faire et leur expérience avec les indigènes, c'est le mot, ils risquent de voir un jour leur salaire élevé et leurs conditions de vie chuter à un niveau inférieur de là-bas. Et, en réalité, les ouvriers de Louvain, avec leur salaire incroyablement élevé par rapport à leurs collègues russes, seront presque tous renvoyés en Belgique dans le plus bref délai. Mais c'est l'intention qui compte. C'est la partie méridionale de l'Empire des Tsars, que l'on appelle vers l'année 1900, la 10e province industrielle de Belgique. Pour les plus jeunes parmi nous, la Belgique comptait à l'époque 9 provinces et pas 10. La 10e était donc l'Ukraine ou la Russie méridionale, comme vous préférez. Voici quelques exemples. La société métallurgique de Taganrog sur la mer d'Azov emploie à cette époque-là jusqu'à 360 ouvriers belges. La société métallurgique russo-belge en compte environ 150 pour ses gisements de fer et de charbon sur la rivière Danetz. D'ailleurs, il n'y a pas que des entreprises avec une forte participation belge qui engagent beaucoup de compatriotes. Toujours en 1900, dans une aciérie à Yurievka, au sud-est de Kharkov, chez la société métallurgique de Donetsk-Yurievka, dont le capital est presque entièrement russe, on embauche quelques 200 ouvriers et contremaîtres belges. Donc, les entrepreneurs russes, eux aussi, faisaient recours aux Belges, et même le directeur était un Belge. Mais les chiffres assez élevés, on les trouve aussi plus au nord, dans le secteur des verreries. J'oserais même dire que toute l'industrie de la glace de Russie et de l'Ukraine actuelle doivent beaucoup aux Belges. Puisqu'on avait des verreries belges vraiment partout. Ça ne veut pas dire qu'il n'y avait pas de producteurs de verre, mais à l'échelle industrielle, des grandes entreprises, des grands fournissements de la glace, des miroirs, ça s'est fait avec des Belges. Dans la verrerie de la société belgo-russe pour la fabrication des glaces, à Lakash, qui connaît Lakash, c'est un grand village pas loin de la ville de Rязань, au sud-est de Moscou. Lakash. À l'époque, les médias belges, quand ils parlaient de Lakash, que même les Russes ne connaissent aucunement, on ne précisait plus où est-ce que ça se trouve, parce que tous les lecteurs savaient Lakash. C'est un point très important. Là, notre société, nos fabricants de glace sont très actifs. Donc, à Lakash, travaillaient 200 souffleurs de verre belges. Et ce n'était que le début. La glacerie du Nord, c'est une autre, fait venir en 1897 pas moins de 300 ouvriers belges, les Carolo, pour produire du verre poli et des miroirs dans ces deux usines
sur la côté méridionale du golfe de Finlande. Vous connaissez un peu entre Saint-Pétersbourg et Peterhof. Vous n'associez pas ce trajet avec l'industrie, mais c'est justement là que plus de 300 ouvriers belges ont travaillé pendant quelques années, et c'est sur ces ouvriers-là que je vais raconter un peu plus. Au même moment, encore d'autres 250 souffleurs quittent Charleroi pour travailler dans la verrerie au sud de l'Empire. C'est donc logique qu'on sonnait l'alarme. La Belgique risquait rester sans main-d'œuvre dans les verreries et non seulement dans les verreries. C'est depuis cette année 1997 qu'on se met à parler d'une vraie exode, le mot qui compte, l'exode des ouvriers belges vers la Russie. En décembre de la même année, un petit quotidien bruxellois, le Petit Bleu du matin, ne recule pas devant les exagérations. 2 provinces belges sont ravagées, et c'est bien le mot, le Hainaut et la province de Liège. C'était une belle époque dans tous les aspects de l'expression. Il y a un certain symbolisme dans cette rencontre fortuite du géographe Henri Hautecoeur qui fait un voyage en Russie. Ça n'a rien à voir avec l'expansion économique. Mais il est par hasard, dans cette année 1900, à la gare de la petite ville de Slaviansk, au nord de l'actuel Donetsk, il rencontre là, sur le quai de la gare de Slaviansk, perdu dans les steppes ukrainiennes, un jeune ouvrier liégeois, la moustache retroussée et les mains dans les poches. Il chantonne pendant des heures, puisque le train ne vient pas, ou se fait attendre. Ces chansons wallonnes, pas françaises, mais wallonnes, en pensant à sa femme qui est si loin à Serein. Pour moi, c'est une image très forte. Un Belge nostalgique rencontré tout à fait par hasard dans les steppes ukrainiennes, mais en 1900, ça n'a rien d'étonnant. Et maintenant, si vous permettez, de façon plus concrète, je veux raconter d'un groupe, vous avez compris, d'une verrerie, des ouvriers belges, des centaines d'ouvriers belges, dans une verrerie du Nord, et je dois mes connaissances à un seul article en russe que j'ai trouvé il y a une éternité dans la revue populaire russe Mir Boji, le monde de Dieu. Le nom ne dit pas beaucoup. C'était un journal avec un horizon très vaste pour l'intelligentsia, donc avec la religion, ça n'avait pas beaucoup à faire. Le monde de Dieu, c'est une expression. Donc, cette revue populaire russe, avec une très populaire, très lue à l'époque, publie, dans la même année, toujours 1900, un long essai sur la vie des ouvriers belges en Russie, mais il ne s'agit que de ce groupe local des souffleurs de verre. Cet essai offre un portrait sociologique et psychologique
détaillé de près de 300 Carolos, donc wallons, qui sont venus avec leur famille travailler dans une verrerie et une miroiterie dans la région de Saint-Pétersbourg. L'article est signé, mais A. Novino. Jamais, grand jamais, je n'ai retrouvé apparemment un pseudonyme, mais pas vraiment. Vous pouvez essayer avec l'Internet, ça ne donnera rien du tout. Et quand même, c'était un auteur de grand mérite, puisque ce que je vais raconter, il fallait être très bon observateur, il fallait passer des semaines et des semaines dans ces deux fabriques, il fallait posséder le français de façon incroyable, et les réflexions et les conclusions de l'auteur sont vraiment très, très intéressantes. Incroyable, c'est incroyable qu'on ne sait rien du tout de l'auteur. Mais pas toutes les réflexions de A. Novino ou Novino sont dignes, sont respectables. Parfois, son texte ne reflète que des impressions superficielles et des généralisations hâtives. Mais celles-ci sont également intéressantes, puisqu'il nous donne une vision, je n'ai pas assez de temps, mais qu'est-ce qu'on attendait des Belges? Comment on s'imaginait des Belges? Parce que parfois, l'auteur est déçu. Mais pour être déçu, il faut avoir des attentes, pour avoir des idées. Qu'est-ce qu'on attendait de ces 300 Carolos pour partiellement être déçu ou critiqué? C'est très intéressant. Donc c'est une rare possibilité que je vous propose de voir ces ouvriers wallons par les yeux d'un journaliste russe, tantôt bienveillant, tantôt critique. Je vais citer: l'ouvrier belge s'expatrie chez nous non seulement par suite, donc je traduis, par suite du transfert des capitaux belges, mais aussi tout simplement grâce à la finesse et la maîtrise de son travail. Parmi ces souffleurs de Jean Leroy, souffleurs et coupeurs de verre, il y en avait qui ont déjà séjourné en Italie, en France, en Autriche, quelques-uns même en Amérique. Donc ce n'était pas les wallons comme ça qui, pour la première fois, s'expatrient vers les pays lointains. Non. Et d'autres, je cite toujours, ont des proches parents qui ont déjà travaillé chez nous. Donc vers 1900, on avait déjà des ouvriers expérimentés qui pouvaient raconter en Belgique que ça vaut bien la peine et que ça porte de bien. Séduit par les promesses de salaire élevés et du confort, je cite, il arrive en groupe muni de grands paniers tressés verts, dont le contenu consiste en lingerie, habits et toutes sortes d'ustensiles de ménage pour chaque famille à part. Donc vraiment, on s'expatrie. Ils sont tous recrutés par contrat, c'est notre dit, pour 2 ou 3 ans. Et je cite toujours, l'ouvrier peut bien oublier les lois que l'on respecte en Belgique. Il peut bien ne pas connaître les lois russes. Son unique loi est le contrat. Les entreprises, à cette époque-là, faisaient ce qu'elles voulaient. Mais vraiment ce qu'elles voulaient. Qu'est-ce qu'on offre à ces ouvriers belges? C'est pas mal. Un appartement de 3 pièces,
descend dans toute l'acception du terme. Mais on est quand même en 1900. Et loin de ressembler aux baraques où les ouvriers russes sont serrés par 12 à 20 personnes dans une chambre, ni aux cuisines où logent les ouvriers russes avec leur famille. Donc on loge les ouvriers dans les cuisines dans les baraques, mais les Belges sont bien traités. De plus, chaque famille belge a droit au combustible gratuit et à un lopin de terre pour un jardin dans la famille. La société leur paie également leur voyage en Russie en 3e classe. Si l'ouvrier ne vient pas dans le délai contractuel, et le journaliste ajoute ce qui arrive souvent, il doit payer un dédit de 1000 francs. Et c'est pas rien. 1000 francs du dédit. Et pour garantir la réalisation précise du contrat, la société retient chaque mois 10% du salaire jusqu'à ce que la somme retenue atteigne 500 francs que l'on restitue à l'ouvrier à l'échéance du contrat. Non, ce sont des détails techniques. Les souffleurs de verre travaillent en 3 équipes de 10 heures avec une pause d'une demi-heure. Le travail peut commencer au moment les plus différents du jour ou de la nuit. On est qu'en 1900, et je cite, « Il n'y a pas de limite d'âge dans le recrutement des enfants pour la fabrique. Les fils des ouvriers travaillent à l'âge non seulement de 10 ans, mais aussi de 8 et 9 ans. Leur journée de travail est celle d'une équipe de souffleurs. Donc ils travaillent à l'égal des ouvriers adultes. C'est chez les Belges. Le transport des ouvriers étrangers, leur salaire augmenté, la satisfaction de leurs réclamations, qui ne sont pas du tout conformes aux réalités d'une fabrique en Russie, puisque non seulement ce n'est pas ce que reçoivent les ouvriers russes, mais même les entrepreneurs russes n'ont pas habitué au contrat comme ça. Tout cela coûte énormément cher. Fini la citation. En 1906, un certain Marcel Lanwick est venu dans l'Empire de Tsar pour inspecter, engagé par le gouvernement belge, pour inspecter les entreprises belges, surtout au sud de l'Empire. Selon lui, l'importation de la main-d'œuvre étrangère augmente les frais de production de 5%, car aux Belges, on doit payer beaucoup plus qu'aux indigènes, toujours le même terme. Donc, dans la glacerie du Nord, dont il est question, un souffleur de verre belge gagne en moyenne 350 roubles par mois. Et justement, la même somme est citée par Lanwick pour les aciéries de Mariupol ou de Taganrog, donc au sud de la Russie. Un bon souffleur expérimenté peut hausser le paiement jusqu'à 500 roubles ou plus par mois. Pour les ouvriers russes, même très qualifiés, c'était des sommes fabuleuses, inimaginables. Très rarement, un ouvrier russe avec beaucoup d'expérience et de qualification gagnait par mois plus de 50 roubles. Et ici, on parle de 500 roubles. Il est vrai que les salaires dans les verreries sont toujours plus hauts que dans d'autres industries, en Belgique de cette époque-là également. Mais, dit le journaliste russe, les Belges valent cet argent. Pas de question là-dessus.
il relate en détail, et je vous épargne ça, comment les souffleurs de verre, leurs assistants et les gamins de service travaillent péniblement des heures dans l'air brûlant et sous la lumière aveuglante des fourneaux. Leur métier ne permet pas la moindre nonchalance. La vitesse, l'adresse et la précision des yeux des coupeurs de verre belges dans la miroiterie sont décrits avec fascination, avec enthousiasme incroyable. Et puis, c'est le tour des critiques. En Russie, on s'entend alors à ce que... Donc, ce que je vais raconter nous dit non seulement quelque chose sur les Belges, mais peut-être encore davantage sur les Russes de cette époque-là. Quel était leur... Comment voyaient-ils les Occidentaux et les Belges, entre autres? Donc en Russie, à cette époque-là, on s'attend à ce que même les simples ouvriers venus d'un pays aussi civilisé, aussi bien développé que la Belgique, éclairés et libres, que ces simples ouvriers éblouissent leur entourage russe par leur civilisation distinguée. Et si ce n'est pas le cas, alors là, on ne mâche pas ses mots. On est profondément déçu et critique en outrance. Et malheureusement, pour ceux qui, les pauvres souffleurs de verre Carolo, dans cet article, pas un seul aspect de mode de vie de ces ouvriers et de leur famille ne trouve grâce aux yeux de l'auteur. Une des 3 pièces de leur appartement sert de cuisine. Dans une autre chambre, presque jamais chauffée, ils se couchent. Et je cite, « Ils se couchent tous, quelque peu serrés, dans les lits de bois énormes, avec un nombre incroyable d'oreillers et de toutes sortes de chiffons entassés sur les lits. Le ton, croyez-moi, russe est aigre et plutôt malveillant. Ça ne se fait pas. On se couche serré, etc. La dernière pièce sert de resserre et de garde-manger. Elle s'est imprégnée d'une odeur d'humidité. On y place des grands tas de pommes de terre qui pourrissent et germent. C'est belge. Ah. Cette pièce n'est séparée de la précédente, donc de la pièce à coucher, que par une simple cloison de bois avec fissures et forme sans aucun doute un foyer de refroidissement et de toutes sortes de miasmes. Donc la culture quotidienne de vie des Belges ne trouve pas grâce dans les yeux du journaliste russe, qui n'était pas ouvrier lui. Mais on le sent, les Belges boivent excessivement, beaucoup de bière. Ils apprennent à la boire dès leur enfance. Ce ne sont pas des fantaisies. Je ne dis pas que ce n'est pas inventé. Ils condensent, ils formulent certaines choses d'une certaine façon, mais qui sommes-nous pour dire que ce n'est pas vrai? Donc, ils apprennent à boire la bière dès leur enfance, et il arrive souvent qu'un enfant de 3-4 ans vide à un dîner une bouteille de bière tout entière. Une bouteille, je ne sais pas. Il mange très parcimonieusement, et surtout des pommes de terre et d'autres légumes. Ils expriment toujours leur mécontentement de ce qu'on ne peut pas trouver de bons légumes en Russie. Ça, ce n'est que de vérité.
puisque ce que le journaliste russe découvre chez les Belges au nord-ouest de la Russie, où évidemment, pour les raisons ne serait-ce que climatiques, les légumes à cette époque-là. Mais c'est aussi un problème majeur chez leurs compatriotes au sud de l'Empire, dans les steppes ukrainiennes, la pénurie de légumes. Je cite une certaine Berthe Kubo, la femme d'un employé belge en Ukraine, de la même époque. La plus pire privation pour nous est le manque de légumes. C'est justement au manque de légumes, qui est thème important, et au climat bien rude, que les ouvriers belges, et non seulement dans la glacerie du Nord, attribuent toutes leurs maladies et celles de leurs enfants en Russie. Pas de légumes et c'est trop froid. Mais le journaliste russe ne croit pas que tout cela est attribué, on peut attribuer au manque de légumes et au climat. Il est porté à accuser également les Belges, leur propre, je cite, manque de civilisation. Vous ne parviendrez aucunement à persuader un Belge qu'il ne faut pas, quand il gèle, rester près du poêle trop chauffé, la porte d'entrée ouverte. Qu'il ne faut pas dormir dans une chambre à moitié humide à côté de la cave. Personne ne porte une pelisse. On met une flanelle sur une autre, des bas chauds, souvent des bottes feutres, et tout cela ne se lave pas. On le porte sale, à peu près pendant tout l'hiver, sans changer. Tout cela s'est imprégné de sueur. On prend bien entendu facilement froid. Alors ça commence. Les maladies, l'indignation contre le climat, les malédictions envers la Russie. Et pour raccourcir un peu, si un Belge tombe malade, c'est toujours la galère. Autant ils sont attachés aux moyens folkloriques, mais on est il y a 120 ans, aux moyens folkloriques, aux tisanes et tout ça, ce qu'on ne trouve pas en Russie. Ils n'ont pas de confiance pour les médecins russes. On met le malade juste à côté du poêle chauffé au rouge, où l'air étouffant est insupportable et la fumée de pipe s'élève tout le temps en nuage. Une remarque, pourquoi ce ton acharné? Ce ne sont que de simples ouvriers, puisqu'ils sont des Belges, puisque le nom belge est connu et respecté, cela intéresse. On voit en Belge, de quelle situation qu'il soit, ce drapeau de civilisation, de la plus haut niveau de mode de vie, et tout ça, et tout ça, et tout ça. On verra encore. En général, le Belge ne connaît pas la Russie. Il est vrai que plusieurs auteurs belges de l'époque reprochent, eux aussi, à leurs compatriotes qu'ils se rendent dans leur 10e province industrielle, donc en Russie, sans savoir quoi que ce soit de ce pays. Donc non seulement la langue, mais même la géographie. On ne sait pas, par exemple, il y a assez d'exemples, si Nizhny Novgorod est au nord de Yurievka, donc Donetsk, ou au sud. Ça ne les intéresse pas. L'important, c'est qu'ils sont liés par le chemin de fer, le reste. Certains observateurs belges critiquent le manque de connaissances sérieuses du pays et les contacts trop superficiels avec les indigènes russes comme les causes principales des insuccès des industriels belges chez les Russes.
évidemment, il ne s'agit que de cette première génération des Belges venus travailler en Russie, de ce premier groupe. Mais si c'est le cas chez les cadres, chez les ingénieurs, alors il est un peu trop naïf de s'attendre en 1900 à ce que les gens du peuple, recrutés à Charleroi pour 2 ou 3 ans, brillent suffisamment avec leur connaissance de ces contrées lointaines. Cependant, chacun de ces ouvriers sait bien qu'il y a en Russie, je cite, le bassin de Donetsk, l'Oural, Saint-Pétersbourg et Moscou. Sur la Donetsk travaillent ses confrères de cet ouvrier dont on parle. Ses confrères. De même en Ural. Saint-Pétersbourg et Moscou sont des capitales de mauvais Bruxelles. Sa fabrique, il y a des magasins et des dépôts. À Saint-Pétersbourg, il y a le tsar, comme à Bruxelles, le roi. Mais il n'y a pas le Parlement. C'est ce qui intéresse les ouvriers belges. Il n'y a pas de Parlement. Et la langue russe ne possède même pas un mot désignant le Parlement. J'ai encore d'autres citations. Et puis la langue. Novino écrit « La langue russe leur est totalement étrangère ». Mais sur ce point-là, il se contredit immédiatement lorsqu'il raconte que les ouvriers belges veulent bien apprendre le plus vite possible à comprendre et à parler le russe, je cite, pour ne pas faire une gaffe et en tirer plus d'avantages. Il se trouve par ailleurs que les ouvriers belges étudient les Russes avec plus d'enthousiasme que les cadres, puisqu'ils ont plus de contacts avec les Russes. C'est logique. Je cite, « Chez tous ces ouvriers belges, vous trouverez un petit livre, très bon marché, contenant des phrases généralement usitées, traduites en russe et en français. Ou bien un petit dictionnaire français-russe. » Un ouvrier d'il y a 120 ans qui voyage avec un petit dictionnaire, c'est déjà la civilisation. Ils ont même une méthode spéciale d'apprendre la langue. C'est moi qui le dis. Sur une feuille, on écrit en quelques colonnes les mots français les plus courants et la suspend sur le mur. Au fur et à mesure que l'on apprend des équivalents russes, on les inscrit dans une colonne vide à côté des mots français, avec les caractères français, bien évidemment. Les Belges apprennent le russe non pas dans la fabrique on travaille, mais dans le commerce avec les Russes après, dans la rue. Tout le monde connaît les mots rabotai, chas, aussi que les nombres jusqu'à 100. Ce vocabulaire restreint suffit pour qu'on puisse faire une causette avec un ouvrier russe des affaires d'usine. Je me permets encore une autre citation. Il est curieux de voir un Français, entre guillemets, parce que pour les Russes, c'était des Français. Pour les ouvriers russes, c'était des Français. Il est curieux de voir un Français parler entre ses dents, la mine très sérieuse, la pipe dans la bouche, avec un ouvrier russe. Quand travaillerez-vous demain? Et il crache à part, avec un sifflement, un filet de salive fumeuse. Excusez-moi. Un gaillard russe, aux cheveux ébouriffés, portant une chemise rouge et des bottes graissées, lui demande d'un ton désinvolte. Kan? De même? Oui. Le russe crache lui aussi, à part, et lui répond d'une manière non moins sérieuse. De même à 4 heures.
trouve, dans mes yeux, que c'était les ouvriers russes qui faisaient beaucoup d'efforts pour comprendre les Belges, et pas l'inverse, mais passons. Il y a un autre aspect où on ne critique pas, mais on ne croit pas ses yeux avec ces Belges. Les ouvriers et leurs supérieurs, les relations hiérarchiques, si peu hiérarchiques en Belgique. En Russie, au tournant du XXe siècle, on s'imagine la vie sociale des Belges comme une succession interrompue de meetings, de grèves, de manifestations et de congrès. Vous n'avez aucune idée comment la Belgique était intéressante pour les Russes, pour l'intelligentsia, pour les journalistes, sous ce point de vue. La vie sociale très intense, le menu peuple qui est engagé dans la lutte sociale, mais dans la lutte organisée, pas de rébellion sauvage, mais on fait des syndicats, on grève, on organise des ouvriers populaires, des universités populaires et tout ça. C'était admirable. Vous n'ouvrirez jamais une revue, ou même peut-être un journal russe du début du XXe siècle sans tomber sur un article sur le progrès social, sur le progrès de la vie sociale en Belgique à cette époque-là. Donc, si on apprend qu'il y a de 300 Belges qui viennent travailler en Russie, alors on s'attend à qu'ils chantent l'international, qu'ils font de la grève, qu'ils organisent des syndicats. Hélas, comment les souffleurs de verre wallon expatriés à Saint-Pétersbourg sont loin de tout cela? Donc, on exagère, on prend une particularité pour le tableau entier. Leur soirée de samedi se caractérise, je cite, avant tout par l'abondance de la bière et par la fumée noyant alors toute la salle. Il ne faut qu'on danser à l'accordéon. Mais encore une fois, dans la traduction, vous ne saisissez peut-être pas, mais en russe, c'est tellement venimeux, c'est tellement acide, c'est tellement ironique. Ils ne font que danser à l'accordéon, ces misérables. Vous comprenez? Des meetings, des discours, des débats, on n'en voit pas la couleur. Ils se réunissent tout bonnement pour badiner, boire et chanter en chœur. Ces pauvres ouvriers, on recherche la mouche. Non moins populaires sont les combats des coqs. La lecture des journaux, surtout d'un seul journal, qui n'est même pas socialiste, la libérale Gazette de Charleroi, qui vient de la Belgique 3 fois par semaine, sans censure. Il faut le faire, sans censure. Le journal libéral belge, début des années 1900, il est évident que l'auteur russe est vraiment trop sévère pour ces simples ouvriers. Il ne les compare pas avec les ouvriers russes, non, mais bien avec son propre image idéalisée du prolétaire occidental, éclairé et politiquement conscient. Plus intéressantes sont les observations du journaliste concernant les relations plutôt démocratiques entre ces ouvriers et leurs supérieurs belges. À la différence de la main-d'œuvre russe, les Wallons n'ont pas peur de leur chef et n'en recherchent pas les faveurs. Dans l'administration des usines, il y a très peu de diplômés. Ce sont le plus souvent les anciens ouvriers qui ont fait carrière. Donc ça aide à démocratiser les relations. On parle la même langue. Un directeur et un simple souffleur de verre se sentent avant tout, je cite, enfants du même pays, jetés à la recherche du lucre au
parages lointains. Ainsi, en hiver, ce directeur danse-t-il tout bonnement au club avec les femmes de ses ouvriers, et en été, il passe paisiblement les soirées avec ses compatriotes à un jeu de cartes. Dans l'appartement du directeur, vous trouverez un ouvrier ou sa femme venu pour se servir du piano à queue du directeur. Ça, je m'imagine difficilement. Donc, ils viennent chez le directeur pour jouer un peu son piano à queue. Ou demander son avis sur les cigares à acheter, etc. On n'est pas non plus troublé par le fait que l'un porte des vêtements bon marché et mal cousus et des sabots, tandis que l'autre met un complet élégant d'un tissu bien cher. J'ai presque fini. Mais une telle intimité entre les cadres et les ouvriers n'est apparemment caractéristique que pour cette petite colonie belge au nord, dans une verrerie isolée dans la région de Saint-Pétersbourg, puisque dans les mémoires ou dans la documentation concernant les grandes sociétés au sud de l'Empire, donc la sidérurgie, le charbonnage et tout ça, l'existence sociale est, d'après tous les témoignages possibles, beaucoup plus importante. Donc ce cas des souffleurs de l'air belges est plutôt exceptionnel. Les ingénieurs et l'administration belge passent leur loisir en petits comités et jamais, au grand jamais, avec des employés, avec des petits ouvriers. Les ouvriers belges dans la province d'Yekaterinslav n'ont pas l'accès ni au club ni au casino des cadres et les rapports en dehors du travail sont minimes. Mais ce qui frappe le journaliste de Mirbourgi le plus, il ne croit pas ses yeux quand il décrit le patriotisme franchement pathétique de ces simples ouvriers qui, n'oublions pas, en croire Marx, n'ont pas de patrie. Ces petits gens aiment chanter la Brabanson. C'est plus fréquemment que la Brabanson, ils chantent la sentinelle. Perdu dans le grand désert, l'enfant de la Belgique, voilà, ce sont les mots. Donc la sentinelle, c'est sentimental, mais ils chantent tous les jours chez eux, après le travail, la Brabanson, et montrent avec fierté sur un globe un point mignon. Voilà notre Belgique. Combien de chemins de fer, de fabriques, de villes n'y a-t-il pas là-bas? Et quel bâtiment magnifique! Là, c'est Bruxelles, où habite le roi. Ici, c'est Charleroi, où sont nos familles. Et c'est chez leurs proches qu'ils ont très souvent une envie irrésistible, je dirais même presque maladive à ce qu'on décrit, de revenir. La nostalgie des Belges est vraiment unique. Chère patrie, il ne parle que de ça. Il y en a qui renoncent consciemment à tous les avantages matériels russes, rompent leur contrat pour revenir à Charleroi. Il y en a qui courent tout simplement sans prévenir personne. Encore plus touchante est l'histoire d'un jeune ouvrier, André, toujours du même article. Mis à l'hôpital d'usine, il pleure du jour au soir du mal du pays. Il ne mange rien. Il supplie le premier venu de le renvoyer en Belgique. Ce jeune homme exténué demandait comme un enfant capricieux, quand l'un, quand l'autre, plat belge, et revêt de sa patrie lointaine. Puis, heureusement, il a réussi à partir. Eh bien, les ouvriers belges vont s'en aller.
Un an après, ils rentrent pratiquement tous dans le pays. Donc cet épisode est très impressionnant, mais il est de courte durée. Ce n'est qu'un épisode. Marcel Lauwijk, dans son rapport au gouvernement de 1906 sur les entreprises belges au sud de l'Empire russe, décrit le rôle de tous ces ouvriers expatriés comme celui d'éducateurs de leurs collègues russes. Et les écrit-il, font leur apprentissage extrêmement vite. Alors pourquoi garder encore les Belges en Russie? En effet, au tournant du XXe siècle, on commence partout dans l'Empire russe à remplacer les ouvriers expatriés par la main-d'œuvre locale. De 200 souffleurs belges dans la verrerie de la société belgo-russe à la Cache, donc près de Versailles, il n'en reste vers la fin du 1900 que 15, de 200 à 15. Et puis vient la crise industrielle en Russie de 1901 et la présence des Belges connaît une diminution encore plus rapide. En 1901, il n'y a plus d'une seule verrerie belge entre la mer Baltique et Moscou, seulement au midi, dans le sud, il y en a encore quelque part. Et puis, donc, à partir de 1901, l'expansion économique belge dans le pays des Tsars, elle n'est pas finie, mais elle ne s'augmente pas. Elle s'arrête pour ne reprendre très brièvement, toujours qu'en 1910-1912. Quelles en sont les causes? Selon Lauwijk, donc selon l'analyse officielle du gouvernement belge, la méconnaissance de besoins locaux, la législation, donc on travaille en Russie sans en connaître la législation, et de la langue russe, aussi bien qu'on commence avec des projets de trop grande envergure à l'époque, et des capitaux trop maigres. Mais il y a d'autres facteurs défavorables, certainement. En 1900, dans l'année 1900, commencent les premiers conflits entre les Belges et les ouvriers indigènes, s'achevant, mais surtout au sud. Donc au nord, on est plus proche. Ce sont de plus petites entreprises où on se met d'accord sur certaines choses, où on ne dérange pas l'un l'autre. Mais au sud, la distance avec des indigènes est trop grande, donc les conflits qui s'achèvent dans les pillages et les incendies prémédités de la part des Russes. Tristement célèbre devient dans la presse russe l'incident qui se produit déjà en juillet 1900 dans la verrerie de Konstantinovka. C'est toujours au nord-ouest de Donetsk. Pendant un défilé à l'occasion de leur fête nationale du 21 juillet, les Belges sont directement, physiquement, attaqués par les ouvriers russes et le drapeau belge est déchiré. Un peu partout, les Russes ne tolèrent plus cette différence trop spectaculaire dans le paiement, mais encore plus leurs conditions de vie misérables. Soit pour le salaire, mais pourquoi doit-on vivre dans une cuisine tant que les ouvriers belges ont 3 chambres, etc. Juste après l'incident de Konstantinovka, c'en est fini avec des souffleurs belges partout dans l'Empire, au moins jusqu'à 1910.
Et puis vient la première révolution russe qui balaie. Elle ne met pas fin aux investissements belges dans l'Empire, mais elle est quand même bien dévastatrice. L'épopée des milliers d'ouvriers wallons et flamands, éparpillés dans les immenses espaces de la Russie actuelle et de l'Ukraine, appartient au passé. Dans la ville de Slaviansk, la gare où on pouvait rencontrer par hasard un jeune liégeois chantonnant en wallon son mal du pays, est détruit par la Seconde Guerre mondiale. Merci. Merci beaucoup. Maintenant, c'est l'heure